au lieu de parler des résultats et des perspectives qui se feront tout au long de cette séance par les personnes qui ici présentes au premier rang, il y a une chose que je voudrais mettre en exergue. Pourquoi? Parce qu'elle se rapproche très évidemment, très naturellement, de ce qui est l'ADN de notre association Équilibre des énergies. Pourquoi Équilibre des énergies a accompagné absolument cette enquête, cette étude? Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est en transversalité sur l'ensemble des partenaires qui vivent toute cette transition énergétique alliée à la transition numérique. Vous êtes tous impliqués. Il n'y a plus d'objet isolé, il n'y a plus un concept, un programme qui est isolé. Ils vivent tous ensemble et ils sont en interréactivité ensemble. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et mettre ensemble des partenaires comme des groupes de la mobilité et du transport, le groupe Volkswagen qui a travaillé, qui est depuis très longtemps, je veux dire, sur la mobilité électrique, sur un groupe de la construction comme le groupe Bouygues, qui est... Eh bien, il est là, bien évidemment, représenté donc par Bouygues Energy Service, et puis également par les fournisseurs d'énergie, comme par ceux qui vont mettre tout le réseau en place, c'est-à-dire EDF, Enedis, et bien évidemment toute l'intelligence embarquée avec le groupe Schneider. On voit bien là que toutes ces entreprises, dans leurs filières respectives, ont travaillé ensemble pour un avenir commun, pour nos entreprises et à la fois pour le citoyen. Et c'est ça que je voudrais mettre en exergue et remercier ici ce soir. Mais au-delà de ça, je pense qu'on va vite rentrer dans le débat et je vais inviter ici à l'estrade notre président, le président Brice Lalonde, qui est ancien ministre et par toutes ses activités s'est passionné à ces sujets et il nous accompagne maintenant depuis plus d'un an pour lui donner la parole sur sa vision sur le devenir de la mobilité. Président Brice Lalonde. Merci beaucoup, Gilles. Je vais être assez bref. En fait, vous êtes venu pour une étude extrêmement passionnante. Gilles vous a déjà dit ce qu'était Eden. Donc, Eden est une association qui fédère des entreprises du monde donc de l'automobile, des transports, ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité. Ma femme ne comprend pas ce que ça veut dire, mobilité. Alors, c'est le nouveau terme à la mode, si je puis dire, qui définit un petit peu l'automobile, la SNCF, la RATP et autres. Le monde du bâtiment et le monde de l'énergie, des réseaux. Et nous travaillons sur l'idée, le projet de décarboner l'économie française et même européenne, puisque nous avons compris que c'était compliqué de discuter uniquement de ce qui se passe en France sans avoir un regard sur ce qui se passe dans l'Union européenne. C'est d'autant plus important que les normes sur les véhicules automobiles viennent de sortir il y a quelques jours. La décarbonation, le gouvernement français veut respecter l'accord de Paris et il nous demande tous d'être neutres en carbone. En principe, l'accord de Paris, c'est avant 2100. Bien entendu, il y a des surenchères perpétuelles, il faudrait qu'on arrive bien avant. Être neutre en carbone, c'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement difficile et pour l'instant, malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre françaises ont plutôt augmenté. Et il faut se demander pourquoi. Les transports, c'est presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de gaz carbonique de la France. Et l'automobile, la voiture particulière, c'est à peu près la moitié de cette moitié. Donc c'est un gros morceau. Et on cherche les différents moyens de décarboner le secteur de l'automobile, de la voiture particulière, dans le domaine des transports. Beaucoup de voies ont été étudiées. La voiture, le carburant, la circulation. Et celui qui vous parle est un adepte de la bicyclette. Et dans beaucoup d'études sur les villes et les transports urbains, je dois vous dire que la bicyclette électrique apparaît comme une vraie star. Elle l'emporte dans beaucoup de villes, dans les projets urbains des municipalités qui veulent réduire également les émissions de gaz carbonique. Alors, il y a deux enjeux majeurs pour la mobilité électrique, en tous les cas, parce que pour l'instant, c'est la voiture électrique qui l'emporte dans les schémas, dans les projets, dans les visions de l'avenir. Manifestement, la classe politique est très favorable à la voiture électrique et on voit bien qu'elle commence à démarrer. On la voit un peu partout. On la voit
dans des pays comme la Norvège, qui a fait beaucoup d'efforts pour des incitations beaucoup plus fortes qu'en France. Les stationnements est gratuit pour les véhicules électriques, etc. On la voit en Amérique, on la voit en France, ça commence. Et donc tout le travail maintenant, c'est d'approfondir et de garantir la permanence et le développement de ce décollage. Premier enjeu, c'est la santé, parce qu'on oublie toujours ça. Mais nous avons tous les jours maintenant des études qui nous viennent de l'Agence européenne de l'environnement, de l'UNICEF et autres, sur l'asthme des enfants. 3 enfants sur 4 sont atteints souvent d'asthme. L'Agence européenne de l'environnement, alors évidemment ce sont des chiffres toujours compliqués, nous dit qu'un demi-million d'Européens ont la vie raccourcie à cause de la pollution de l'air, à cause des oxydes d'azote, de l'ozone et même du benzopyrène et d'autres polluants du même genre. Alors, parmi lesquels les fameuses particules. Donc il y a vraiment un enjeu majeur et puis évidemment le changement climatique. Un certain nombre d'études ont été faites sur le cycle de vie, l'ensemble du véhicule électrique. Et pour l'instant, on en a eu des exposés à Eden, hein, notamment la fondation de Nature et l'Homme, celle de Nicolas Hulot, qui nous fait une grande étude sur le cycle de vie de la voiture électrique. La voiture électrique l'emporte. Elle l'emporte sur le véhicule à essence, donc c'est une bonne nouvelle. Elle l'emporte, mais il y a quelques conditions, disons. Il faut que la voiture électrique roule beaucoup, parce qu'évidemment, l'impact, forcément, plus on a de kilomètres, moins l'impact est grand par kilomètre parcouru. Donc, c'est donc important à savoir. Il faut que l'électricité soit décarbonée. Je dis ça en passant parce qu'évidemment, dans l'Union européenne, on a encore certains pays qui n'ont pas d'électricité décarbonée. Et donc, si on développe beaucoup le véhicule électrique, ça va consommer l'électricité qui est produite à partir du charbon, en tous les cas en Pologne et en Allemagne. Et donc, il y a un effort à faire aussi au niveau européen pour essayer de décarboner autant que faire se peut l'électricité. Il ne faut pas que la pollution qui était celle de l'utilisation du véhicule à essence soit reportée à l'aval ou à l'amont de l'utilisation du véhicule électrique. Alors ça, c'est évidemment les batteries. C'est la question des métaux des batteries. Alors ça, c'est pour l'amont. Comment est-ce qu'on va chercher le cobalt en République démocratique du Congo ? Quelles sont les conditions de vie des travailleurs en Chine, etc. De la même façon, à l'aval du cycle, qu'est-ce qu'on fait des batteries? Comment est-ce qu'on va recycler les métaux? Et d'abord, ces batteries, est-ce qu'il faut les acheter en Chine? Est-ce qu'on aura une industrie européenne? Donc, il y a un certain nombre, si vous voulez, de conditions qui font que, bien entendu, il faut que tout ce travail se fasse en même temps. Et à la fin, si vous me permettez d'employer un terme écologique, on a besoin d'un écosystème. Un écosystème nouveau pour le véhicule électrique. Cet écosystème, évidemment, c'est la complémentarité entre le véhicule, le bâtiment, puisque la batterie peut aider à fournir de l'électricité au bâtiment pendant les heures de pointe et en récupérer ensuite du réseau pendant les heures creuses, un peu à la façon dont on voyait ça avec les chauffe-eau. Et à ce moment-là, ça veut dire que dès la conception de la maison, la voiture ou la relation à la voiture est intégrée à la conception de la maison dès le départ. Comment ça va fonctionner tout ça? Il faut évidemment... c'est la vision que l'on a et elle est intégrée également au réseau avec un pilotage à distance puisque de plus en plus, le numérique va être un allié ou un allié indispensable, un auxiliaire indispensable, peut-être même plus qu'un auxiliaire dans ce nouvel écosystème. Et après, ultérieurement, vraisemblablement, les véhicules autonomes seront des véhicules électriques et tout ceci fonctionnera de manière optimale, nous l'espérons. Mais on a les premiers pas, voilà. Et donc les premiers pas, c'est comment on fait. Attendez, il faut des points de recharge, il faut que les futurs automobilistes électriques, les électromobiles, je ne sais pas, électromobilistes, il faut qu'ils aient confiance, il faut qu'ils aiment le véhicule électrique, il faut donc travailler à lui donner confiance, à lui démontrer les vertus du véhicule électrique. Et donc, c'est un peu dans cet esprit, animé par le projet de voir cet écosystème se mettre en place aussi rapidement que possible, dans l'idée de la décarbonation, je ne sais pas ce que c'est que ça, que nous avons donc, avec certains de nos membres, 5 de nos membres, dont vous voyez les noms ici, travaillé à une étude un peu particulière avec Wavestone, qui était du point de vue du client, le point de vue de l'automobiliste, le point de vue du futur automobiliste. Qu'est-ce qu'il pense du véhicule électrique? Comment faire? Et donc, cette étude est particulièrement intéressante puisqu'elle prend les choses un petit peu
par le bas, en quelque sorte, au lieu de partir d'en haut et des volontés gouvernementales. Et c'est Jean-Pierre Houët, ici présent, président de notre groupe, de notre comité scientifique, qui va vous expliquer et vous parler de cette étude. Et moi, je vais me retirer discrètement. Merci beaucoup. Brice, merci. Donc, on va passer la parole donc à Jean-Pierre Houët, qui va nous la présenter, cette étude. En revanche, donc, après, je ferai venir donc, sur l'estrade les commanditaires de cette étude et on fera une table ronde avec chaque partie prenante. Je lui posera des questions et bien évidemment, vous pourrez intervenir dans la salle au fur et à mesure des allocutions. Merci. Bien, merci Gilles. Donc, je vais essayer en un petit quart d'heure de vous résumer un travail de 8 mois. Donc, ce n'est pas simple, surtout que le sujet est complexe, comme on va le voir. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est au fond, pourquoi est-ce que Équilibre des énergies, sous l'égide de 5 de ces grands acteurs, s'est lancé dans une nouvelle étude sur le véhicule électrique. Nos disques durs sont quand même bien garnis d'études sur le véhicule électrique. Et quel intérêt y a-t-il à en lancer une nouvelle ? C'est d'autant plus troublant que lorsqu'on regarde les choses, au fond, elles se déroulent pas si mal. Depuis maintenant quelques années, le véhicule électrique en France, mais aussi dans les grandes nations, en Chine bien sûr, aux États-Unis, en Norvège, en Suède, en Allemagne, connaît un développement rapide. On constate des taux de croissance dans les ventes de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables, des taux de croissance de l'ordre de 30, 40, parfois même plus, 50%. Donc, en apparence, tout va bien, surtout que 25 900 points de recharge accessibles au public pour 200 000 véhicules en circulation, apparemment, ça paraît pas mal. Et puis, on commence à voir les véhicules électriques sur les routes. C'est un bon signe, hein, avec 2% des véhicules immatriculés. On les voit, on les remarque. Mais c'est que l'objectif visé dans le cadre de la politique énergétique nationale est très ambitieux. Dans la nouvelle PPE, qui est en cours d'approbation, figure l'objectif de 4,8 millions de véhicules électriques en circulation en 2028, auxquels il faut ajouter, je crois, 800 000 véhicules utilitaires légers. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça suppose que l'on arrive à maintenir en moyenne sur 10 ans un taux de croissance des immatriculations de 38% par an. C'est quand même beaucoup. Pour une industrie relativement traditionnelle, 38% de croissance sur 1 an, 2 ans, ça va, mais sur 10 ans, c'est un défi. Et donc, on s'est dit, attention, est-ce que le soufflet ne va pas retomber ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le plus facile, d'écrémer en quelque sorte les marchés les plus accessibles ? Parce que les enjeux sont énormes. Ce sont des investissements en milliards d'euros, que ce soit du côté du constructeur automobile, des réseaux, etc. Et c'est vraiment un changement profond dans la façon de se déplacer. Donc, les grands acteurs que vous avez vu apparaître sur les slides ont demandé à Eden d'organiser, de coordonner une étude qui a été confiée à Wavestone après un appel d'offres très âprement disputé, une étude en profondeur sur la façon dont la mobilité électrique était aujourd'hui perçue par les utilisateurs potentiels, quels étaient les obstacles que l'on pouvait rencontrer, quels étaient les goulets d'étranglement à lever et quelles étaient les actions à mettre en place et finalement quel pouvait être le résultat. Alors le président Lalonde a rappelé que c'est effectivement une étude assez originale. C'est une étude qui a voulu éviter l'approche depuis le haut, c'est-à-dire en répartissant les camemberts entre grandes formes d'énergie, etc. Et on a essayé d'embrasser dans cette analyse tous les facteurs qui constituent l'écosystème du véhicule électrique. C'est-à-dire la vision client, et j'y reviendrai parce que c'est quand même le point principal. On a été interviewé les parties prenantes, et il y en a beaucoup. Et puis, on a été jeter des coups d'œil, faire des focus sur un certain nombre de pays qui nous paraissaient être représentatifs. Alors, l'aspect client est incontestablement le point fort de notre point de vue de cette étude. On l'a abordé par plusieurs segments.
D'abord, il y a eu des interviews. Il y en a eu de nombreuses, des interviews d'utilisateurs ou de gens qui se posaient la question pour savoir quel était leur point de vue, quel était leur ressenti. On a été, par le canal de Wavestone, donc, de façon en aveugle, de façon discrète, faire des petites enquêtes en concession, en simulant un achat envisagé de véhicules électriques. Et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément un accueil triomphal que l'on recevait. Parce que c'est plus compliqué de vendre un véhicule électrique que de vendre un véhicule classique. Ça demande plus de temps. Et le vendeur n'est pas forcément le plus motivé à promouvoir le véhicule électrique, alors qu'à côté, il y a des super véhicules thermiques dont il connaît le détail de A jusqu'à Z. On a écouté les échanges sur les réseaux sociaux, en particulier pour savoir quelles étaient les préoccupations des clients. Et les réseaux sociaux, c'est intéressant. On a détecté 300 000 posts sur un an, sur un certain nombre de médias, Twitter, les grands médias de la presse, etc., les forums, etc. Et au fond, on a cherché à savoir quelles étaient les préoccupations des Français moyens au travers de ces échanges sur les médias. Et en fait, on a vu apparaître qu'il y avait vraiment deux points forts. Il y a au départ encore un immense besoin d'information. Dans la salle, je pense qu'on connaît le sujet à peu près. Mais le couple Michu, dans les provinces plus reculées, se pose des questions. Parce que le véhicule électrique, c'est une vieille histoire. Ça date de 100 ans et plus. Il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas. Et donc, il y a un certain scepticisme. Est-ce que vraiment le moment est arrivé? Parce que ça coûte cher, hein, tout ça. Donc, il y a un problème d'information au départ. Et puis après, il y a une interrogation sur la façon dont on va pouvoir gérer un véhicule électrique. On sent bien, le Français sent bien que c'est différent, qu'il ne va pas aller à la pompe comme il va aujourd'hui avec son véhicule thermique. Donc il y a des inquiétudes, presque des anxiétés. Alors on a étendu notre enquête à tous les grands constituants de l'écosystème. Ils apparaissent sur ce slide. Il y en a beaucoup. Certains sont des moteurs, d'autres des suiveurs, et d'autres plutôt même presque des attentistes. J'espère ne pas me mettre à dos toute la profession des syndics, mais on n'a pas eu l'impression, par exemple, que du côté des gestionnaires de biens immobiliers, il y avait un enthousiasme fantastique pour promouvoir la mobilité électrique dans les copropriétés, j'y reviendrai. Alors, on a ensuite essayé de descendre à une granularité aussi vite que possible dans l'analyse du marché. Ce slide rappelle la segmentation actuelle du marché des véhicules neufs. 2,4 millions par an de vendus. 2 grands marchés, 3 grands marchés, disons, le B2C, le B2B et les locations. Et chacun peut être segmenté entre véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers. Et chacun obéit à une certaine problématique. Les mécanismes de décision ne sont pas les mêmes. Et donc, et c'est un point assez original de l'étude, on a demandé à Wavestone de définir des scénarios, des cas d'usage. On a défini des personae qui représentent une personne moyenne dans son segment considéré. Et par exemple, dans le parcours B2C, on en a identifié 7. Il y a Hélène, il y a Jeanne, il y a Aris, Fabio, etc. Chacun correspondant à un cas typique. Et normalement, chacun d'entre vous peut se retrouver dans l'un de ces cas. Et moi, je m'y retrouve en particulier, puisque j'attends depuis plus d'1 an ma borne de véhicule électrique dans une copropriété. Donc, chacun peut être un cas particulier, mais avec des données particulières. Et une fois qu'on a fait ça, on a regardé comment se passait le cheminement vers l'acte final d'achat d'un véhicule électrique. On a identifié un certain nombre de séquences. L'avant-vente, la vente, la pré-vente, et puis des sous-séquences, et puis des questions auxquelles chacun doit répondre, des questions que chacun se pose, et auxquelles il y a des réponses ou il n'y a pas de réponse. Et donc parfois il y a des blocages, ce qui fait qu'un certain nombre d'intentions initiales n'aboutissent pas, ou sont encore en suspens. Et quand lorsqu'elles n'aboutissent pas, c'est donc qu'il y a un levier, il y a un blocage, il y a un goulet d'étranglement qu'on a identifié, qu'on a répertorié, et auquel on a essayé d'apporter des réponses. Dans le B2B, c'est pareil, c'est tout à fait différent.
Là, c'est un petit peu plus simple. Disons, on a distingué 3 grands segments. Les grandes entreprises, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de services, go-go livraison. Chacun avec sa problématique, avec des véhicules de fonction ou des véhicules de service. Et dans chaque entreprise, un certain déroulement, un certain séquencement des choses, mais avec des variantes. Mais en tout cas, des choses qui n'existent pas dans le domaine du B2C, telles que le plan de mobilité, la politique automobile, etc. Surtout les grandes entreprises ont des règles assez strictes, avec des budgets, en fonction des catégories, etc. Donc on a découlé ces scénarios. Ce sont des vrais petits romans. C'est en 10 pages une aventure de Madame Machin qui veut acheter un véhicule électrique, qui ne connaît rien au départ, bon, et qui de temps en temps finit par l'acheter. Alors tout ceci a fait apparaître un certain nombre de problèmes. Et donc, à ces problèmes, on a essayé d'apporter des solutions. Je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans le détail. On a regroupé ces problèmes, assortis de recommandations, en 3 grands chapitres qui, au total, font 21 recommandations. La première, c'est l'image du véhicule électrique, la transformation de l'image dans le grand public. Il y a des problèmes. Il y a encore, je l'ai dit, une méconnaissance du sujet qui est assez profonde. Les performances des véhicules électriques d'aujourd'hui sont méconnues. Beaucoup de scepticisme. On parle sans arrêt d'autonomie, etc. On vit sur des concepts qui datent des premières tentatives de développement du véhicule électrique. Et puis le Français, dans l'ensemble, a une certaine aversion au risque. Il se pose la question, est-ce que c'est vraiment le moment? Ça va encore progresser. Donc il y a toujours une bonne raison de ne pas passer à l'acte. Et puis, je signalais tout à l'heure le manque de maturité de certains circuits de distribution. Et là, le rôle des constructeurs est bien compris et commence à s'actionner en ce sens. Et puis, on a vu, du fait d'informations diffusées par les uns, par les autres, une information qui est biaisée et qui est parfois fondamentalement inexacte sur les aspects écologiques. Bon, le grand débat a quand même fait apparaître que c'était un point de vue important. Or, ces questions de rapport entre le véhicule électrique et l'écologie posent des problèmes. Il ne faut pas les sous-estimer. Des problèmes de batteries, de matériaux, de recyclage des batteries, etc. Ce sont des problèmes réels, mais qu'il faut traiter, mais qui ne doivent pas être considérés comme des problèmes bloquants, puisqu'on sait leur apporter une réponse. Et donc là, il y a quand même un besoin d'information objective auprès du grand public, et tout le monde doit y concourir. Nous, au niveau d'Eden, bien sûr, mais les constructeurs, les pouvoirs publics, etc. Le deuxième chapitre, ce sont les véhicules et les services. La première question, souvent, qui est posée, c'est la limitation de la gamme. Alors là, on est dans la responsabilité constructeur. On sait qu'on va voir apparaître une révolution, enfin l'arrivée sur le marché. Tous les grands constructeurs, qu'ils soient français ou étrangers, vont mettre sur le marché dans les 2 années qui viennent des dizaines de modèles de véhicules électriques dont ce problème est en cours d'être résolu. Connexe à ce problème, il y a le problème du prix, qui est quand même un problème absolument fondamental. Et là, on sait que le véhicule électrique est encore cher. L'une des raisons, c'est que la baisse des prix sur les batteries a été utilisée pour en accroître la capacité. Mais la capacité des batteries ne va pas s'accroître jusqu'au ciel. On a déjà maintenant des véhicules commercialisés avec des batteries de 50, 60 kWh qui correspondent déjà à des autonomies tout à fait respectables. Donc, on fait l'hypothèse que, disons, en horizon de 2022, le véhicule électrique sera arrivé à un niveau de prix qui lui permettra d'être à l'achat compétitif avec le véhicule thermique. Par contre, on demande au pouvoir public de maintenir leur effort de soutien pendant les 3 années à venir. Sinon, il y aura évidemment une discontinuité. Il y a des problèmes de fiscalité dans les entreprises. Comment est traité l'avantage en nature? Un monsieur qui a un véhicule électrique, il a une voiture qui coûte plus cher. Et donc, est-ce qu'on va lui compter faire comme s'il avait une voiture de plus grand luxe sous prétexte qu'il a une batterie qui grève le prix du véhicule? Il y a le problème du statut fiscal de la recharge en entreprise, etc. Et puis, il y a un gros problème dont on ne parle pas encore suffisamment, qui est la préparation du marché de l'occasion.
j'ai découvert à l'occasion de cette étude que lorsqu'il y a 7 transactions, 7 ventes de véhicules, il y en a 6 sur le marché de l'occasion et 1 sur le véhicule neuf. Donc le marché de l'occasion est un relais fantastique pour la pénétration du véhicule électrique. Mais il faut le préparer. Et aujourd'hui, il y a quand même une suspicion. Est-ce que la batterie du véhicule que je vais acheter est en bon état? Qui peut vous donner cette assurance? Donc on voit bien qu'il y a un besoin de mettre rapidement en place, je ne sais pas sous quelle forme, si c'est les constructeurs ou dans le cadre du contrôle technique, mais un audit des batteries qui rassure le constructeur, l'acheteur. Le troisième point, qui est sans doute le plus important, peut-être, c'est la question des bornes et des infrastructures de recharge. Dans cette étude, on s'est aperçu qu'il ne fallait plus parler d'autonomie. Il faut parler de rayon d'action. Il faut donner du rayon d'action à l'utilisateur pour que, d'une part, chacun dispose d'un point de recharge de référence dans son domicile ou au travail, et chacun doit pouvoir se déplacer sans avoir l'angoisse de tomber en panne sèche électrique. Et là, il y a 2 problèmes. Il y a le problème des copropriétés, qui est parfaitement identifié, mais qui n'est pas traité. Avoir une borne de recharge dans une copropriété pose des problèmes. Il y a 2 législations qui se mélangent, le Code de la construction et de l'habitation et la loi sur la copropriété. Tout ça ne fonctionne pas de façon satisfaisante et je ne suis pas sûr que la loi LOM, actuellement en discussion, apportera une solution. Donc nous y travaillons dans le cadre d'équilibre des énergies. Et le deuxième point, c'est les bornes accessibles au public. C'est complexe parce que ça n'est pas seulement une question de nombre. Les situations à traiter sont diverses. Il y a bien sûr le problème des autoroutes. Et le problème des autoroutes, ça n'a pas grand-chose à voir avec le problème des centres-villes. Et une petite ville, ce n'est pas une grande métropole. Et puis, qui va aller utiliser ces bornes? Ça peut être le Français moyen qui va faire ses courses, mais ça peut être des gens qui n'ont pas de parking. Alors, les gens qui n'ont pas de parking, seront-ils laissés à l'écart du véhicule électrique? Bon. Et puis, il y a les VTC, les taxis, etc. Et puis, il y a les parkings publics. On a identifié le fait que construire des bornes de recharge dans des parkings publics, c'est un certain parcours du combattant. Il y a des réglementations issues des règlements sur les établissements recevant du public. C'est long, difficile, et c'est quand même absolument invraisemblable que l'on puisse encore aujourd'hui aller dans un parking public où il n'y a pas de borne de recharge de véhicules électriques. Alors, pour remédier à tous ces points, c'est la responsabilité collective. Le slide est un peu complexe, on ne va pas s'y attarder, mais essayer d'affecter chacun de ces 21 recommandations aux grands acteurs. Et chacun, au fond, a du travail devant lui. Donc, c'est un travail de longue haleine. Les freins seront levés graduellement. Et pour arriver à quoi? Et c'est là où on a essayé de refaire la synthèse de cette étude, de cette analyse client. À partir des grains de clientèle qu'on a identifiés, on s'est dit, mais si les leviers, si les obstacles que l'on a identifiés sont levés, on arrive à quoi? Et donc, on a défini 2 trajectoires. Une trajectoire qu'on appelle tendancielle, mais qui est une trajectoire, disons, sans mesure additionnelle. C'est la trajectoire avec les petits rectangles et les petits grains qui sont en partie supérieure. Et puis, il y a la trajectoire qui est, si on arrive à implémenter de façon concertée toutes les mesures que j'ai indiquées, jusqu'où peut-on arriver? Eh bien, on arrive, en supposant que tout se passe bien, donc, à une situation où on aura en 2030 plus de 5 millions de véhicules électriques sur les routes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre qui est dans la PPE, il n'est pas déraisonnable. Il n'est pas déraisonnable, mais il est quand même très ambitieux et il suppose que tout le monde s'y mette. Et je crois que c'est ça qui est très important. Il ne suffit pas d'avoir inscrit le chiffre dans un décret. Il faut que derrière, tout un ensemble d'actions se mettent en place, parce que sinon, on reste sur la courbe tendancielle. Et la courbe tendancielle, qui est déjà peut-être un peu optimiste, nous mène à 3 millions en 2030. 3 millions en 2030, vous allez me dire, ça fait à peu près 2,4 millions en 2028. C'est la moitié de l'objectif. La moitié de l'objectif. Donc l'enjeu de ce travail, c'est de faire en sorte que la politique que les pouvoirs publics essayent de mener
s'arrête pas à la moitié du chemin, mais à jusqu'au bout. Alors, dans l'étude, on a chiffré tout ça, il y a des scénarios. Bon, on voit sur ce graphique la croissance des véhicules particuliers avec un tassement des véhicules hybrides rechargeables selon les analyses que l'on a pu faire, un développement du parc de véhicules éternagés et aussi donc, le développement du véhicule de seconde main, du véhicule d'occasion, qui, arrivé en 2030, pourrait représenter pratiquement la moitié du parc. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous voyez que c'est un travail de longue haleine. Chacun doit s'y mettre. Au niveau d'équilibre d'énergie, on mène les efforts que l'on peut mener, avec heureusement les relais de nos grands acteurs. Hein. Mais c'est réellement un défi majeur pour la France, comme le soulignait le président tout à l'heure. Le véhicule électrique est quand même le moyen de réduire dans le domaine des transports, le plus massivement, les émissions de CO2, la pollution et aussi le déficit de la balance commerciale. Jean-Pierre, merci. J'ai une petite question complémentaire. Cette étude que tu nous as présentée, sur laquelle vous avez réfléchi, est bien évidemment une spécificité. Il est basé sur le territoire uniquement français. Peut-être que vous avez fait des projections, vous avez essayé de voir comment ça se passait dans les autres pays ou pas? Alors, je l'ai dit, on a fait des incursions sur un certain nombre de pays pour voir comment les choses se passaient, hein, notamment en Norvège, un peu en Allemagne, aux Pays-Bas. Hein, mais néanmoins, l'objectif principal, c'était bien l'analyse du marché français. Merci. Bon, maintenant, je veux dire, pour vite passer aux questions-réponses, je vais demander donc à l'ensemble des commanditaires de venir nous rejoindre, je veux dire, sur l'estrade. Donc, je vais appeler au fur et à mesure, donc à la fois le représentant donc du groupe EDF, M. Hervé Rivoalen, s'il vous plaît. Monsieur Servan-Lassire pour le groupe Bouygues. Thierry Lespioc, président France du groupe Volkswagen, président du directoire. Bernard Guillarme, donc directeur international des ventes mobilité électrique de Schneider. Voilà. Et monsieur Xavier Metz, qui effectivement a beaucoup animé. Il est co-dirigeant du cabinet Wavestone. Je pense que la présence de Jean-Pierre Hoët ne serait pas inutile, surtout pour les questions et réponses qui vont se faire avec la salle. Et si le président Brice Lalonde veut se joindre à nous ou pas? Je trouve que je suis très bien là, parce que je vous vois tous. Ah, comment? Ah si, bien évidemment. Enedis, voilà. Merci. J'allais... Non, il n'y a aucune inquiétude. Voilà, tout le monde est bien présent et tout le monde participe. Sachez que comme dans nos ateliers débats, il y a effectivement, je vais poser des questions diverses et variées aux différents commanditaires, mais effectivement, ils auront 3 minutes pour s'exprimer. Et bien évidemment, ce que l'on souhaite, c'est pour qu'il y ait de la vie et que vous ne vous endormiez pas, et qu'au contraire, ça soit quelque chose de constructif, vous puissiez surtout lever la main. Et si vous avez envie de poser des questions après la prise de parole de chaque commanditaire, de chaque personnalité, bien évidemment, ils se feront un plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer... Alors, je reprends mes feuillets, quand même. Ah, bon. Donc, je vais... Ma première question, effectivement, va être pour le groupe EDF. Pour une raison toute simple, c'est qu'en octobre dernier, EDF lançait son grand plan de mobilité électrique. Il était ambitieux. Il exprimait ainsi, d'une façon officielle, sa volonté de s'engager largement dans la mobilité propre et durable. Afin de répondre directement à ces enjeux, qui sont très ambitieux, on aimerait que vous nous disiez en quelques mots quelles vont être vos actions prioritaires
pour affirmer et mettre en action ce plan? Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, comme vous venez de le rappeler, EDF a lancé son plan mobilité électrique au mois d'octobre dernier. Et, comme le président l'a dit, enfin, je pense que la France, compte tenu de son mix énergétique extrêmement décarboné, et dans l'histoire d'EDF, on pense qu'effectivement, on a une place à jouer dans la mobilité électrique. Hein, et on est engagé dans la mobilité électrique depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Alors, je crois que ça a été dit, mais il faut le souligner. D'abord, merci pour cette restitution qui est de grande qualité. Et on a une conviction à EDF, c'est qu'effectivement, c'est un effort concerté de nombreux acteurs, et donc dans lequel on va prendre notre part. Mais il n'est pas question pour nous de tout faire. Bien au contraire, hein, je crois qu'on a besoin de travailler dans des écosystèmes avec de nombreux acteurs pour réaliser cette belle ambition de la mobilité électrique. Alors, notre plan mobilité électrique, il s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est la fourniture d'électricité. La fourniture d'électricité, écoutez, quand on s'appelle EDF, c'est notre ADN, hein, c'est notre quotidien. Et c'est une façon de prendre la... Pardon ? Ils sont très puissants ici. Ils nous ont expliqué en début de séance qu'il fallait le micro. Mais plus loin. Pas obligé qu'on soit trop près des lèvres. D'accord. Bon, ça c'est toujours un problème. À quelle distance ? Moi, je suis pas un professionnel, donc si c'est trop fort, vous n'allez pas pouvoir dormir. On va essayer de trouver la bonne distance. Donc, je disais, le premier pilier, c'est la fourniture d'électricité. Et sur ce pilier-là, ce qu'on entend faire, ce qu'on a déjà fait, c'est effectivement développer des offres de fourniture adaptées aux clients possédant des véhicules électriques. Donc, c'est l'offre vert électrique auto. Et l'idée et l'ambition, c'est effectivement d'offrir des conditions particulières aux gens qui s'équipent de véhicules électriques, notamment des heures creuses extrêmement peu chères, la nuit et le week-end. Parce qu'effectivement, on voit bien que la mobilité électrique se réussira aussi si on place la charge des véhicules électriques au bon moment. Cette offre vert électrique auto, non seulement elle vise à offrir des conditions particulières, mais l'écolement, c'est de l'énergie verte, c'est de l'énergie effectivement basée sur des certificats. En prenant la parole là-dessus, je crois que effectivement, je pense qu'il y a une méconnaissance encore aujourd'hui de ce qu'est un plein de véhicules électriques. Un plein de véhicules électriques, c'est quelques euros. C'est quelques euros comparé à un plein de véhicules thermiques qui est de quelques dizaines d'euros. Donc là, on a un premier argument extrêmement important pour les véhicules électriques, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Alors je passe sous silence et je me tourne vers mon voisin de gauche, qui évidemment, il y a la question de l'investissement. La question de l'investissement qui va être adressée par le développement plus massif de véhicules, la montée en puissance, et puis aussi, mais ça a été dit aussi dans la restitution qui a été faite par, je dirais, le développement d'un marché d'occasion du véhicule électrique. C'est aussi au passage, mais ça a été également dit, un formidable moyen pour... je dirais mieux équilibrer la balance commerciale de la France, parce que malgré tout, l'énergie électrique, elle est produite sur le territoire français, ou pire, sur le territoire européen, en contrepartie de produits pétroliers, je dirais, qui ne sont effectivement pas d'origine européenne. Ça, c'est un premier sujet, et je crois qu'on a à mieux faire connaître les bénéfices et les avantages du véhicule électrique dans ce domaine-là, et on va y prendre notre part. Deuxième pilier du plan mobilité électrique d'EDF, c'est la question des infrastructures de recharge. Donc ça a été largement abordé, c'est tout un chapitre. Donc là, sur ce sujet-là, on a une filiale qui s'appelle Isivia, qui était ex-Sodetrel, qui aujourd'hui est le premier exploitant de bornes de recharge, hein, avec à peu près 7000 bornes de recharge exploitées sur la voie publique, hein, un acteur historique très présent auprès des collectivités. Et l'ambition du plan, et là on va parler un peu chiffres, c'est de passer de 7000 bornes exploitées à 75 000 bornes. Donc je crois qu'on va pouvoir prendre notre part dans cette montée en puissance progressive des infrastructures de recharge sur la voie publique. Je rappelle au passage qu'on est le premier exploitant de bornes de recharge rapide sur autoroute, avec le réseau Corridor, hein, qui permet d'avoir une borne aujourd'hui tous les 80 km. Et d'ores et déjà, on a lancé un plan qui s'appelle Corridor 2, c'est pas très innovant, mais visant effectivement à doubler ce nombre de bornes de recharge rapide, là aussi pour monter en puissance et accompagner cette montée, ce développement du véhicule électrique. Troisième point sur ce sujet des infrastructures, ça a été dit, une inquiétude de trouver les bornes de recharge, de les localiser. Donc là, on a une refonte complète de notre application Isivia, de façon à mieux géolocaliser les bornes, à connaître le tarif qui est pratiqué sur ces bornes, à connaître l'état de service de ces bornes, et peut-être demain à offrir de nouveaux services, comme des services de réservation, etc., de façon aussi à faciliter l'expérience du client lors de cette recharge hors du domicile. Et le dernier point que je voulais parler sur les infrastructures, parce que ça a été également abordé, et c'est même à exprimer, Xavier, de façon assez forte, la question de la recharge en collectif.
la question de la recherche en collectif, effectivement, il y a aujourd'hui des millions de Français qui habitent dans les logements collectifs et on ne peut pas imaginer développer la mobilité électrique sans traiter cette question. Et ce que j'ai envie de dire là-dessus, il y a des acteurs dans la salle, c'est qu'on a fait quelques réalisations pilotes qui ont été mises en service ce printemps. Je pense notamment à une à Neuilly, mais ce n'est pas le seul endroit. Et donc, avec des partenaires comme Synertiel, je sais qu'ils sont dans la salle, donc je les salue au passage, et sur lequel notre engagement très fort, c'est de dire, ça a été dit dans notre plan mobilité électrique, c'est une solution pour tous, partout. Et ce qui veut dire que dès 2020, on sera effectivement en capacité de proposer des solutions techniques pour toutes les configurations des clients, et notamment en logement collectif, avec ce qu'on espère une expérience client la plus fluide possible, en utilisant aujourd'hui toutes les possibilités que nous offre le digital, de façon à accompagner les projets qui sont effectivement dans le domaine des collectifs multiples, parce qu'effectivement, entre le syndic, les copropriétaires, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution, et ce n'est pas toujours la même, parce que les copropriétés, il y en a des nouvelles, il y en a des anciennes, mais on sera en capacité, dès 2020, de proposer vraiment une solution pour toutes et un parcours client qui, on l'espère, ne sera plus comme aujourd'hui un long parcours du combattant qui prend 18 à 24 mois. Voilà. Je n'ai pas tout à fait fini, il faut que j'accélère, ce que je comprends. Troisième pilier, c'est la question du smart charging. Alors, smart charging, c'est, je vais essayer de faire court, mais on a eu l'histoire du ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude électrique, c'est une formidable réussite. C'est effectivement charger le ballon d'eau chaude, utiliser la nuit, parce qu'on a moins de besoin d'électrique, utiliser la nuit pour charger le ballon d'eau chaude. Ce qu'on veut faire avec le véhicule électrique, c'est la même chose, mais en exploitant, je dirais, toutes les technologies modernes, toute la communication qu'on a, tout l'Internet, tous les objets communicants, de façon à placer la charge du véhicule électrique au meilleur moment. Alors ça peut être comme aujourd'hui la nuit, parce qu'effectivement il y a moins de besoin, mais compte tenu du développement des énergies renouvelables intermittentes, ça peut être le jour parce qu'on a de l'éolien ou du solaire qui sont présents. Et là-dessus, on a beaucoup investi, on a créé une joint venture avec une entreprise américaine qui est Nuvve, de façon à effectivement pouvoir offrir des solutions de smart charging. Alors, les solutions de smart charging, c'est premier rang, charger au bon moment, en fonction des tarifs, mais c'est aussi utiliser les possibilités au niveau du bâtiment, au niveau de la maison, c'est-à-dire que parfois on a du PV, on a d'autres usages, pour charger le véhicule et charger à moindre coût. Et le top du top en matière de smart charging, c'est non seulement, mais ça a été dit par Monsieur le Président, c'est non seulement effectivement de pouvoir charger le véhicule au meilleur moment quand on profite des ENR, mais c'est parfois de pouvoir réinjecter l'énergie du véhicule dans le réseau pour venir compenser. Et quand on fait ça, c'est extrêmement vertueux, parce que d'une part, on développe la mobilité électrique, donc on décarbone les transports, mais on favorise dans le même temps la pénétration des énergies renouvelables, parce qu'on est capable d'en absorber plus à un moment donné. Donc c'est doublement vertueux. Et troisième bénéfice, parce que ce que va voir le client, c'est le bénéfice, c'est qu'on pourra demain le rémunérer pour l'utilisation de ses batteries pour des systèmes électriques, et donc encore abaisser son coût kilométrique. Et là, je crois qu'on a atteint quelque chose qui est extrêmement vertueux. Et enfin, j'avais envie de terminer mon propos pour dire qu'on voit bien dans l'étude qu'il est demandé de faire des conseils, de faire de l'information auprès des entreprises et auprès des collectivités. Nous, ce qu'on pense à EDF, c'est que les conseils, il faut d'abord les appliquer à nous-mêmes. Et donc, on s'est engagé dans l'initiative du Climate Group EV100, c'est-à-dire qu'on a pris l'engagement de décarboner l'ensemble de notre flotte de véhicules. Et ceci au niveau du groupe. Et c'est donc 31 000 véhicules, 1500 sites que d'ici 2030, on va équiper en véhicules hybrides ou en véhicules hybrides rechargeables. Voilà. Merci infiniment. Là, on a eu la vision, effectivement, du producteur d'énergie qui joue à la fois sur la puissance et certainement, il aura des critiques dans le futur sur les risques de pointe, mais je pense que, de toute façon, il y a réagi, il y a pensé. En tout cas, il y a l'autre acteur qui est aussi important, je veux dire, sur le terrain et sur le déploiement. Effectivement, on va donner la parole tout de suite au représentant d'Enedis, c'est-à-dire à M. Régis Le Drezen, qui, effectivement, pour la qualité et pour la satisfaction clientèle, c'est à la fois l'accompagnement de ce déploiement, je veux dire, du véhicule électrique, mais c'est donc aussi ces bandes de recharge, c'est tout le réseau qui va s'interconnecter et qui va jouer dans les régions, dans les centres-villes. Et c'est un programme ambitieux qui a été lancé, on l'a vu dans les slides qui viennent de se passer. Vous vous y êtes préparé, et pourtant, vous avez déjà des gros programmes aussi sur le terrain en ce moment, que ce soit, je veux dire, sur les compteurs. Mais là, c'est encore une autre démarche, un autre engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. Au vu donc de l'ampleur du déploiement qui est en marche et qui vous a été présenté, qu'on a commencé à toucher du doigt dans dans cette étude, Enedis est un acteur qui se doit d'accompagner ce marché. Et donc on en a fait un axe stratégique de notre programme. C'est pourquoi nous avons créé un programme spécifique à Enedis pour accompagner donc ce développement, avec un positionnement qui est extrêmement clair. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un acteur concurrentiel des marchés, on est un acteur qui est en partenariat, et on veut bien intervenir en partenariat et non pas en prestataire. On n'est pas le simple raccordeur. Au mieux, on intervient en amont des projets, et au mieux, on a une chance d'être efficient. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément de notre positionnement extrêmement clair et lisible, c'est que nous sommes un distributeur dans le monde régulé. Donc on n'a pas sur des parts de marché. Alors effectivement, on voit une accélération de ces systèmes. Bon, de plus en plus de partenariats que nous avons signés, donc avec un certain nombre de prestataires et entreprises privées, avec des fédérations, avec l'AMF il y a encore 15 jours. On a parlé du résidentiel collectif, qui est la plus grosse zone blanche que nous avons sur le territoire français. Donc les chiffres que nous avons, puisque nous voyons les demandes de raccordement passer, c'est que nous avons recensé 500 demandes dans le résidentiel collectif pour raccorder des bornes. Alors ce qui est intéressant dans ces demandes, c'est qu'aujourd'hui, il existe 3 types de câblage dans le résidentiel collectif. Soit on câble une borne derrière les services généraux, c'est ce qui est le plus simple et le plus rapide. C'est à peu près 90% de nos demandes. Soit on câble, on fait la demande d'un point de livraison et on câble en étoile ou en bus plusieurs bornes de recharge. Soit il y a aussi la possibilité de raccorder une borne derrière un point de livraison. Toutes ces solutions ont aujourd'hui des cas d'usage. C'est-à-dire que nous avons des demandes sur les 3 types de déploiement. 500 demandes en cours dans le résidentiel collectif. Donc ça bouge. Certainement pas assez vite, mais ça bouge. De la même manière, et je ne citerai évidemment pas les chiffres ni les entreprises, vous pourrez faire la traduction par vous-même pour les entreprises, mais sur les déploiements forte puissance, nous avons plus de 100 demandes en cours de raccordement sur de la forte puissance, donc supérieure à 100 kVA, notamment certaines le long des autoroutes. Et puis en termes d'innovation, évidemment, les premiers résultats arrivent. Les démonstrateurs que nous avons menés, qui sont des programmes de R&D in situ, commencent à délivrer leurs premiers résultats. Donc ça, c'est l'accélération pour vous dire, oui, elle arrive et on s'y est préparé. Alors, le second point, c'est, on s'y est préparé comment? Le réseau va-t-il tenir? Premier élément, c'est que oui, évidemment, donc on commence à réaliser un certain nombre d'études. Nous en avons réalisé l'année dernière, des études en 2018 sur la soutenabilité des réseaux, de nos investissements. Est-ce qu'on saura faire sur les 10 ou 15 prochaines années? Et on les remet à jour. Évidemment, avec les nouveaux chiffres, on remet nos études à jour. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément que je voudrais vous faire passer au travers de ce propos, c'est que des grandes transformations, vous avez parlé du programme, des grands programmes que nous avons de déploiement de compteurs intelligents, des grands programmes, on en a eu ces 10 dernières années, c'était les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, sur les 10 dernières années, nous avons raccordé sur le réseau plus de 400 000 producteurs d'énergie renouvelable sur les réseaux basse tension et moyenne tension, et ça fait à hauteur de 20 gigawatts. Ça fait 20 tranches nucléaires, tout simplement, en 10 ans. Donc pour vous dire, en termes de planification, on saura faire. 2, on sait aussi aujourd'hui piloter en temps réel ou quasi temps réel des sauts à la hausse ou à la baisse de ces productions. Et c'est plusieurs milliers de mégawatts qu'on voit parfois arriver ou partir en fonction des nuages ou du vent. Et donc, on se prépare dans la gestion de nos outils informatiques pour être capable de faire de la même manière pour piloter les infrastructures. Alors après, pour les infrastructures, on sait aussi maintenant, depuis quelques années, proposer en termes de planification des raccordements innovants. C'est-à-dire qu'on est capable de proposer de faire des raccordements plus vite, moins cher. Et ça, évidemment, ça peut tout à fait aller dans le sens de l'accélération du système.
puis ça c'était sur la planification, sur la gestion du temps réel. Tout à l'heure on a parlé de tous les nouveaux outils informatiques, IoT et numériques qui permettaient de piloter. Donc juste un complément. Il existe effectivement des heures creuses, heures pleines en France qui pilotent aujourd'hui 11 millions de ballons d'eau chaude et qui sont extrêmement intéressantes. Un outil qui va nous permettre d'aller encore plus loin, c'est tout simplement le compteur communicant. Les heures creuses et heures pleines sont aujourd'hui pilotées depuis 2200 sites qui sont de 2200 postes de transformation et donc ils sont envoyés sur des grosses poches. Le compteur communicant aujourd'hui permet d'affiner et d'être capable de segmenter sur des petites poches à des moments où ça va intéresser le réseau. Donc sur tous ces sujets, nous sommes intégralement prêts, effectivement, sur ce déploiement à grande échelle. Merci. Merci Régis. Je vais me tourner tout de suite sur ma droite vers le groupe Bouygues, donc, qui est représenté par M. Servan-Lassire et plus particulièrement Bouygues Énergie Service. Alors, Servan, c'est vrai qu'on pourrait se dire, et je crois que c'est là qu'on va parler de transversalité, pourquoi un constructeur du bâtiment, pourquoi un constructeur se lance dans la mobilité? Le groupe Bouygues a la réputation, une excellente réputation, de s'engager sur des programmes, des projets, des devenirs à bonne rentabilité. Donc ce qui m'intéresserait comme... Ben si, vous êtes quand même une entreprise rentable et voilà, bien. Donc, c'est un projet, c'est une vision. Ce qui m'intéresserait, c'est de vous entendre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi le mobilité électrique? Et quelle est votre vision, justement, du bâtiment en interactivité avec le véhicule électrique? Il y a plusieurs éléments dans la réponse à ta question. D'abord, Bouygues Énergie Service est un acteur des infrastructures. On est présent sur toute la chaîne de l'énergie et des services, depuis les centrales de production de photovoltaïque jusqu'aux services à la ville, à l'exploitation des bâtiments pour nos clients. Et le véhicule électrique est vraiment à l'intersection de tous ces services-là. Nous, on s'y est lancé dès 2011, donc on était quand même à des précurseurs du service électrique. Alors, je ne vais pas rentrer avec mon voisin de gauche dans qui est le leader, pas le leader, à quel niveau, parce que nous aussi on dit qu'on est leader, donc il faudrait oui, c'est normal, il faudrait qu'on compare nos chiffres exactement. Mais ce qui est certain, c'est que nous aussi, on était présents, enfin, on s'est lancé depuis 2011 dans l'étude et dans les travaux sur le véhicule électrique, et on considère que c'est un élément clé. C'est un élément clé. Alors, d'abord parce qu'au niveau de l'énergie, c'est vrai que c'est un élément de consommation d'énergie, c'est une transformation de l'énergie qu'on consommait, puisqu'on passe de pétrole à l'électricité. Ça accompagne dans tous les services liés à l'autoconsommation dans les bâtiments, puisqu'on a des demandes, et donc chez Régis d'ailleurs, au CIDEV, d'installer des panneaux photovoltaïques, des bornes de recharge, des batteries pour gérer l'électricité, pour favoriser l'autoconsommation. C'est une demande des clients, et c'est très présent, un point qui est clé. Mais surtout, ça s'accompagne de développement de services. C'est-à-dire qu'en même temps qu'arrive le véhicule électrique, arrive le développement d'énormément de services qu'on n'avait pas vus, mais qui étaient sans doute présents ou en devenir auparavant, et qui se développent avec le véhicule électrique. Et c'est des services d'autopartage, c'est des services de mobilité pour les utilisateurs. Et nous, en tant que fournisseurs de services pour les collectivités, je vous rappelle que des villes comme Dijon, on fournit avec des partenaires, dont d'ailleurs mon voisin de gauche, on fournit l'ensemble des services, une rénovation de tous les services urbains de gestion de cette ville-là, mais aussi pour des grands groupes au niveau du facility management. On opère beaucoup de facility management pour nos clients, et de plus en plus, là aussi, on doit s'intéresser aux utilisateurs, et plus seulement aux services généraux, mais aux employés, et à fournir des services. Et bien, le véhicule électrique apporte des services de mobilité, d'autopartage, que ce soit en pendulaire ou en boucle. Et ça, c'est un complément à nos offres qui est extrêmement important. Et donc, je dirais, on est à la veille d'une révolution, parce que là, aujourd'hui, on parle de 200 000 véhicules. Je dirais, c'est rien, en fait. On est juste... je crois que personne n'en discutait avec mon voisin de droite avant. On n'est pas sûr d'avoir encore compris comment vont se transformer les usages. Parce que 200 000, c'est rien. On est vraiment sur les early adopters. Quand on aura 4 millions ou 5 millions de véhicules électriques en France, il y aura certainement énormément de services qui auront été développés, y compris, je pense, des services de véhicules autonomes qui transformeront la ville, les usages et
la mobilité des employés des grandes entreprises et les usages et la mobilité des citoyens qui vivent dans la ville. Vraiment des points qui sont clés pour nous. Et donc c'est passionnant et c'est vraiment, je dirais, une occasion d'être au moment de la transformation d'un tel écosystème. Ça ne se présente pas souvent. Et le stockage de l'énergie? Le stockage Vous y d'énergie... croyez ? Nous, on y croit, et là, je suis en phase avec mon voisin de gauche. Il y a plusieurs choses qui vont apporter. C'est le pilotage intelligent de la recharge est un élément qui va favoriser le développement des ENR, et ça, je crois que tout le monde en est conscient. L'arrivée de batteries de seconde vie, nous aussi, on a investi avec nos petits camarades, alors pas de Volkswagen, mais de Renault, sur le développement et l'usage des batteries de seconde vie en outils de stockage dans les bâtiments. Et puis, on parle à moyen terme de véhicules to grid, c'est de la capacité qu'a cette véhicule et ces millions de véhicules d'apporter à la fois une capacité de stockage et de libération d'énergie. Alors, les jeux d'acteurs ne sont pas encore bien définis. Savoir qui paye quoi, comment ça va se passer, à mon avis, il y aura un peu de travail à faire. Mais là aussi, ça apporte une révolution qui n'existait pas auparavant. Merci, Servan. Là, je vais retourner véritablement vers l'élément central, le véhicule, et donc l'industriel qui, de par sa nature, s'est intéressé aux véhicules électriques, et plus particulièrement l'ensemble du groupe Volkswagen, qui est représenté par M. Thierry Liespock. Et il a annoncé récemment un plan d'investissement, lui aussi extrêmement ambitieux, puisque je crois qu'à l'horizon de 2025, il a prévu de présenter plus de 80 modèles. Ça, c'est quand même très important. Donc pour vous, quelles sont les 3 priorités pour tenir l'engagement du déploiement du véhicule électrique? Oui, c'est un challenge qui effectivement peut paraître très ambitieux. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente pour le groupe Volkswagen, depuis nos frasques de 2015, il y a une orientation très claire qui a été prise par le groupe, c'est le tout électrique. Et récemment, lors du salon de Genève, nous avons annoncé notre volonté de nous conformer aux accords de Paris. Et à l'horizon 2050, ce qui n'est pas si loin, toute notre production et nos véhicules devront être à résultat carbone zéro. C'est-à-dire que l'intégralité des voitures que nous produirons le seront de façon décarbonée et l'utilisation de nos voitures également. Donc là-dessus, bien évidemment, la voiture électrique, nous prévoyons de cesser la production de tout moteur thermique conventionnel fonctionnant avec de l'hydrocarbure à partir de 2040. Il n'y en aura plus dans nos gammes. Et bien évidemment, nous allons pousser sur l'électrique qui représentera 70% des ventes du groupe. Pour vous donner une ordre de grandeur, on vend environ 11 millions de voitures par an. Donc c'est vous dire à quel point cet enjeu est important. Et nous sommes très heureux de cette étude qui d'ailleurs nous conforte dans les orientations que nous avons prises. Alors à notre échelon, bien évidemment, l'enjeu de la voiture électrique va commencer par l'Europe pour le groupe. Il y a 3 priorités. Et les priorités, d'abord, numéro 1, c'est d'être capable de proposer des produits à des tarifs attractifs. On ne pourra pas éternellement compter sur les aides publiques pour vendre des voitures électriques. Et donc, sans dévoiler de secret, notre cible, c'est que les premières voitures électriques que nous vendrons, qui seront, disons, grand public, je fais abstraction des Audi et des Porsche qui arrivent sur le marché, ces voitures-là coûteront environ le prix d'une voiture turbo-diesel conventionnelle. Déjà, c'est un premier effort. Ensuite, il faudra travailler sur l'autonomie. Et là, il y a énormément d'argent qui est investi dans le groupe pour pouvoir travailler sur la génération de batteries qui arrivera demain et qui permettra d'avoir des autonomies plus proches des 800 km que des 400 km réels que nous avons aujourd'hui. Et puis enfin, c'est un petit peu la poule et l'œuf. Pour vendre des voitures électriques, il faut arriver absolument à sécuriser le client qui veut l'acheter. Aujourd'hui, ce n'est pas très, très confortable. J'ai pris il n'y a pas très longtemps une e-tron au bureau et j'ai voulu rouler pendant une semaine avec pour voir comment ça se passait. Et j'avais un a priori, je travaille un peu loin de mon lieu d'habitation, je roule beaucoup. Et puis finalement, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que si on a un point de recharge au bureau ou un point de recharge à la maison, finalement, les choses se passent très bien. Donc la question fondamentale pour nous, c'est de donner à nos clients une visibilité sur la façon de recharger leur voiture. Donc là-dessus, on a pris un certain nombre d'axes. D'abord, bien évidemment, on a passé un accord avec une société qui s'appelle The Plug pour l'installation de bornes à domicile. Donc le client n'a rien à faire, on les met en relation. Et The Plug va installer soit à domicile, soit sur le parc de l'entreprise, des bornes de recharge
clé en main. Ça prend un peu de temps, effectivement, dans les collectivités, mais le gouvernement est très conscient de ce besoin de simplifier le droit d'accès à la prise. Je crois vraiment que ça va arriver, et ça va arriver assez rapidement. Ensuite, il y a le domaine public. Quand on parle de domaine public, il y a plusieurs options pour y arriver. La première, c'est bien évidemment, on a rencontré des collectivités locales, des municipalités, et là, on se rend compte très très vite qu'on se heurte à un certain nombre de difficultés, dont la première est une difficulté budgétaire. Donc c'est compliqué et ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc nous avons choisi aussi d'aller directement installer des bornes de recharge chez nos concessionnaires, qui seraient des bornes publiques accessibles H24, 7 jours sur 7. Donc on va commencer à les déployer sur un certain nombre de sites. Ça n'est pas possible partout, mais nous allons le faire. Et puis nous sommes en train de monter également un partenariat important qui là permettra d'offrir aux municipalités un système d'installation de bornes clé en main, moyennant on va dire, une location. Et on est en train de préparer cela en accord avec des partenaires spécialisés dans le mobilier urbain. Je pense qu'on sera en mesure assez rapidement d'annoncer ce que nous avons fait. Et puis, nous recherchons également, nous sommes en train de travailler sur d'autres partenariats pour pouvoir mettre des bornes de recharge dans des lieux publics ou avec des distributeurs, des gens qui ont des emplacements de parking chez qui les clients se rendent régulièrement. Mais voilà, l'investissement chez nous est tout à fait fondamental parce que sans borne de recharge, il n'y aura pas de voiture. Et sans voiture, nous n'atteindrons jamais nos objectifs. Et je vous assure que les chiffres qui apparaissent au tableau, plus 38% de progression de façon constante pendant 10 ans, année après année, ça ne va pas se faire simplement en décrétant d'arrêter de produire des voitures conventionnelles. Il nous faudra la collaboration de tous, du gouvernement, des collectivités locales et de tous les acteurs privés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un business model derrière tout ça et que ça commence à attirer les investisseurs. Merci, Président. Bien, là, je vais me tourner maintenant pour bien montrer ce qu'on disait au moment de l'introduction de cette étude et de la présentation qui a été faite largement par Jean-Pierre Hoët et qui nous l'a bien montré. Le véhicule électrique n'est pas un objet isolé. Et d'autant plus qu'il rentre dans un écosystème, hein, c'est bien le mot qui est utilisé dans l'étude, qui est assez complexe. Et on voit bien avec l'évolution et la transition numérique que tout est en interconnexion. Et c'est là où le groupe Schneider, représenté par Bernard Guillarme, il va nous dire effectivement comment il va jouer cette complémentarité, cette interpénétration entre l'énergie, le bâtiment, la mobilité et la sophistication qui est toujours plus grande. On rentre dans un univers où effectivement le bâtiment, l'écoquartier et au-delà, d'ailleurs ça peut être tous les réseaux électriques, vont y participer. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, merci et bonsoir à toutes et à toutes. Je donc représente oui, à toutes et à toutes. Donc le groupe Schneider est depuis à peu près 10 ans dans l'électromobilité et je dirais les 5 premières années ont été surtout dédiées à l'innovation, à regarder ce que l'on pouvait faire, à faire des proof of concept. Et depuis ces 5 dernières années, il y a un investissement relativement fort lié donc aux infrastructures de bornes de recharge et aussi aux logiciels ou aux systèmes pour gérer ces bornes. Parce qu'en fait, comme ça a déjà été dit, l'utilisateur du véhicule, lui, veut brancher la prise, savoir combien ça lui coûte et repartir avec sa voiture chargée. Donc je fais le même diagnostic que ce qui a été fait aujourd'hui. En gros, nous, on scinde ça en 3 marchés. Il y a l'habitat collectif et individuel. Bon, individuel, c'est relativement facile. Le système de gestion, si la borne est intelligente, entre l'énergie disponible et l'énergie disponible pour le véhicule, c'est relativement facile à mettre en œuvre. Je suis moins pessimiste que vous sur l'habitation collective. Ça augmente de plus en plus et il y a un certain nombre de solutions sur le marché. Vous avez parlé de The Plug, il y en a d'autres. Et on a un certain nombre de nos partenaires qui ont des solutions qui sont relativement innovantes pour permettre aux gens qui sont dans le collectif d'avoir un véhicule électrique. Aujourd'hui, le véhicule électrique se charge dans 80% des cas, soit à la maison, soit sur son lieu de travail. Donc à la maison, on en a déjà parlé. Sur le lieu de travail, là, les besoins sont légèrement différents. Il faut savoir aussi, vis-à-vis de la borne, non seulement gérer l'énergie qui est disponible, mais aussi gérer les particularités d'utilisation de tout à chacun.
Dans une entreprise, on peut avoir des sédentaires, la voiture va rester stationnée toute la journée, on peut avoir des itinérants, on peut avoir des clients. On peut avoir aussi un certain nombre de personnes qui ont une utilisation prioritaire des bornes. Ça peut être un service de secours, ça peut être le PDG. Et il faut absolument que nous ayons des systèmes intelligents qui puissent nous permettre de gérer tout ça. Et les solutions que propose Schneider Electric intègrent tout ça. Donc on est d'abord dans la mobilité électrique au niveau de la gestion de l'énergie, puisque la phrase type de Schneider Electric, c'est « make the most of your energy ». Donc on est à fond dans ce domaine-là. Et en plus des infrastructures, on a mis en place et on propose des logiciels qui permettent de gérer l'usage. En fait, on s'aperçoit que dans le développement des bornes, l'usage est très très important. Aujourd'hui, on vend dans à peu près 45 pays. Quand dans un pays nouveau, on a un constructeur automobile qui lance un véhicule, nos interlocuteurs disent « je veux une borne qui charge très rapidement ». Et puis après, on pose des questions sur les usages. Pourquoi faire? Combien de kilomètres? Où voulez-vous la mettre? Et là, on s'aperçoit que quand on revient à l'usage, les usages peuvent être extrêmement différents. Quand on est sur un parking de supermarché, il est quand même intéressant que la personne qui charge puisse passer entre 45 minutes et 1 heure dans le supermarché. La borne, si elle est sur ce parking-là, ce n'est pas juste pour offrir le service de la charge, mais c'est aussi pour attirer du client. Si on est sur un parking relais, autoroute ou autre, où là le véhicule va rester la journée entière, là aussi, la borne a une utilité différente. De ce fait-là, quand on revient à l'usage, on s'aperçoit que toutes les bornes doivent pas être forcément rapides et toutes les bornes ne doivent pas être forcément lentes. Et qu'avec un logiciel bien calibré, on peut et gérer l'énergie et aussi gérer l'usage. Donc le groupe Schneider va continuer à investir. Il y a des mots que j'ai entendus, on doit être proche du citoyen, ça doit être bon marché, accessible et équitable. Et c'est vraiment dans cette option qu'on travaille. Merci. Alors, le temps passe très vite. Ce qui va être très intéressant, c'est quand même tous les échanges avec la salle. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Les micros vont être à votre disposition. Mais je vais donner la parole maintenant à l'agence et au cabinet Wavestone, je veux dire, qui, avec M. Mest, a analysé, pris en compte, je veux dire, toute cette étude, mais surtout son approche qui a démarré par le citoyen, puisqu'il l'a mis au centre. Il y a peut-être deux côtés d'une même question. On en parlait tout à l'heure avant la présentation. Est-ce qu'on n'en fait qu'une ou est-ce qu'on la sépare en deux? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de la séparer en deux. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez démarré l'étude avec cette méthodologie, j'aimerais savoir quel enseignement vous en avez tiré, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus. Et la deuxième partie, comme ça je vous les donne toutes les deux, comme ça vous pourrez les gérer comme vous le sentez. La deuxième partie, c'est quels sont les points d'alerte si on veut tenir nos engagements? Donc, enseignement et points d'attention. Alors peut-être 3 enseignements assez simples, mais qui ont déjà été, je pense, bien évoqués. La première, c'est que atteindre ces 4,8 millions de véhicules en 2028, c'est un sacré défi et que ça suppose un changement d'échelle. Donc ça, c'est le premier enseignement majeur. Donc la trajectoire naturelle n'est pas celle-là. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a ici à faire face à un défi technologique et économique. On en a pas mal parlé. Donc, les gammes de voitures, leur prix, les batteries, le temps de recharge. Mais c'est aussi, et beaucoup ce qu'on a observé dans cette étude, un défi sociologique, un défi de marketing, un défi d'usage, un défi de communication. Donc, c'est à la fois un problème technique économique, mais aussi sociologique et marketing. Et puis peut-être troisième enseignement, mais ça aussi ça a été dit, si j'ose cette formule, aucun des acteurs autour de cette table n'a seul la clé du véhicule électrique. C'est bien par une action collective. Alors je pense que c'est un exemple peut-être intéressant et j'espère qu'on regardera cette période-là historique où des acteurs français et européens auront réussi à s'allier dans un mécanisme de coopétition pour faire face à cet enjeu majeur en fait, de transition énergétique et de santé publique autour du véhicule électrique. Alors, sur les points d'attention maintenant, qui était la deuxième partie peut-être de la question,
Je ne vais pas reciter les 21 mesures, donc si je pointe juste peut-être quelques éléments, je vais en citer 4. Le premier, c'est le sujet de l'image. Effectivement, on a été frappé dans toutes les expressions des clients, que ce soit surtout d'ailleurs des acheteurs potentiels, des représentations datées, des représentations erronées, des anciens logiciels, si je puis dire. Et donc, il y a vraiment un enjeu de communication, à la fois pour réduire les risques perçus, et pour démontrer les bénéfices du véhicule électrique, peut-être jusqu'à montrer comment il faut changer les usages du véhicule pour réussir le véhicule électrique. Donc ça, c'est le premier point d'attention. Le deuxième point d'attention, il est sur la simplification et la fluidité du parcours client, hein, avec les points sur lesquels Jean-Pierre a très justement insisté, à la fois dans l'avant-vente et l'achat, avec la nécessité d'une expérience client, je pense, sur l'achat de véhicules électriques qui aujourd'hui n'est pas totalement au rendez-vous. Et tout ce qui concerne les services d'usage, parce qu'au-delà de l'implantation des bornes, c'est bien par l'intelligence des systèmes qu'il faut rendre l'usage du véhicule le plus simple possible, le plus transparent possible pour le client. Le rêve, mais qui, je pense, est atteignable hein, dans l'horizon 2030, hein, c'est de plus avoir à charger son véhicule parce que d'une certaine façon, c'est le système qui s'en charge. Vous vous garez tous les jours au même endroit et le véhicule se recharge. Vous allez faire vos courses, le véhicule se recharge. Donc c'est vers des services qui simplifient au maximum la vie de l'utilisateur. Donc ça, c'est le deuxième point d'attention. Le troisième, c'est le fait de débloquer les segments. Jean-Pierre a présenté également la logique de segmentation. Aujourd'hui, il y a quelques segments qui sont accessibles, mais il y en a sur lesquels les freins sont tellement importants que si on ne les débloque pas, on limite considérablement le potentiel du véhicule électrique. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais ils ont été évoqués. Quid de tous les Français qui habitent dans un logement collectif? Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Quid, et ils sont importants, qui n'ont pas de parking, c'est-à-dire qui habitent dans un logement sans parking. On a parlé également du segment du véhicule de fonction, qui est plus difficile à adresser aujourd'hui que le véhicule de service. Les PME, c'est un sujet difficile. Les grandes entreprises, véhicules de service, c'est probablement le segment le plus accessible du B2B, mais tous les autres segments doivent être développés progressivement. Donc ça, c'est le troisième point d'attention. Le quatrième concerne la mobilisation des parties prenantes. Donc là, je ne vais pas revenir sur la nécessité d'un travail collectif, mais moi, il me semble que l'échelon territorial est un bon échelon pour organiser cette coopération, monter des projets à la fois concrets et acceptables, parce qu'on voit bien que l'acceptabilité est un point important sur ces innovations. Et donc, on pense que les territoires doivent jouer un rôle important dans ce développement du véhicule électrique. Je ne le mentionne pas parce qu'ils sont fondamentalement plus importants que les autres acteurs, mais parce qu'on les a peu évoqués jusqu'à présent. Voilà. Merci. On va vite passer maintenant pour les questions. Alors, on va peut-être passer, peut-être pas l'une après l'autre, on va peut-être en faire 2, 3. Cécile, Olivier, alors voilà. Qui est le plus près? Les questions sont au centre. Vous vous présentez. Bonjour, je suis Xavier Moreau, je suis consultant indépendant. Donc la méthodologie de cette étude, c'est de partir du point de vue de l'utilisateur. Et on voit dans vos chiffres que vous prévoyez en 2030 qu'il y ait 672 000 ventes annuelles de véhicules électriques. Et vous avez dit qu'il y avait 2,4 millions de véhicules qui étaient vendus chaque année. La question que je me pose, c'est quels sont les personnaliers qui, en 2030, achètera un véhicule qui est moins agréable à conduire, qui est plus polluant, qui demande plus d'entretien et qui est plus cher. Donc, je ne comprends pas. Donc votre question, vous l'adressez à qui particulièrement? Aux auteurs de l'étude ou à Volkswagen pour comprendre à qui ils vont vendre ces véhicules moins bien. Comment? Si on a bien compris, c'est que vous avez la perception que le véhicule électrique est plus polluant que le thermique. Non, c'est le contraire. Vous prévoyez qu'en 2030, il y aura encore 1 700 000 véhicules conventionnels qui seront vendus. C'est énorme. Je ne comprends pas à qui ils seront vendus. Donc, dans ces personnaliers, quel personnalier achètera ces véhicules?
Jean-Pierre a donné des éléments de réponse. C'est le poids du marché de l'occasion en France. Donc il faut avoir en tête que, effectivement, face à ces 2,4 millions, il y a 6 à 7 millions de véhicules d'occasion qui sont vendus chaque année. Donc vous comprenez qu'il faut amorcer la pompe du marché de l'occasion avant de pouvoir toucher la grande partie du marché. Alors si on reprend les segments, il ne faut pas avoir une vision caricaturale, hein, évidemment, mais quand même, le pouvoir d'achat, ou du moins l'argent qu'on est prêt à investir dans une voiture, conditionne le fait qu'on achète des véhicules neufs ou des véhicules d'occasion. Donc, si je caricature pour répondre à votre question, achèteront encore des véhicules thermiques les gens qui se fournissent sur le marché de l'occasion, parce que sinon, il n'y en aura pas assez pour répondre à la demande, si le succès du véhicule électrique était tel. Et ensuite, et ça, on espère que ce ne sera plus trop le cas, ceux qui auront encore des freins majeurs à l'accès aux véhicules électriques. On parlait par exemple des logements sans parking. Est-ce qu'il y aura suffisamment de bornes au travail ou accessibles dans l'espace public comme borne principale? C'est pas complètement certain. Je pense que le constructeur peut aussi nous donner une explication, c'est que on a oublié le hybride, qui est aussi une autre solution. Et là aussi, vous allez vous y acter d'une façon importante. L'hybride rechargeable est compté dans les statistiques qui sont affichées là. Ah oui. Oui, mais ça n'empêche qu'il y aura encore, je vous le disais, il y aura encore des moteurs conventionnels. Il y a aussi des personnes qui auront envie d'avoir un moteur conventionnel. Et ces moteurs conventionnels, chez nous par exemple, ce sera environ 15% de nos ventes seront des hybrides avec un moteur conventionnel, mais qui fonctionnera avec des carburants de synthèse. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas trop dans nos marques, par exemple, Porsche, Lamborghini, se contenter de voitures purement électriques. Il faudra continuer à garder aussi une offre différente, mais décarbonée. Ça c'est un manque d'ambition que vos marques de compétition ne feront pas mieux en électrique qu'en thermique aujourd'hui. Bonjour, Bruno Fulda, je suis au CGEDD, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je ne vous poserai pas la question de la position des pouvoirs publics. Pardon, c'est très bien, c'est la question que je n'allais pas poser. J'ai 3 petites questions. Une technique. On n'a pas du tout parlé des camions. Et je sais que ce n'est pas l'étude, hein, mais j'ai une curiosité sur le sujet. Parce que est-ce qu'on a de l'espoir là-dessus, s'il vous plaît? La deuxième, elle est industrielle. Volkswagen nous a exposé très justement la question des bornes et de la recharge, on l'a vu, est un problème majeur. Vous proposez des solutions chez vos concessionnaires, éventuellement aux collectivités locales. Pourquoi est-ce qu'on n'assiste pas à un regroupement? C'est l'intérêt des constructeurs, effectivement, de développer, d'aller vers les dizaines de milliers de bornes promises par Madame Royal autrefois. Mais pourquoi est-ce que tous les constructeurs ne se mettent pas ensemble dans un GIE d'un type ou d'un autre pour construire finalement ce réseau, un peu comme Michelin autrefois avait encouragé le développement de la voiture. Donc une question technique, une question industrielle, et puis une question sociologique. On n'a pas du tout. J'ai bien entendu dans la très, très belle présentation de synthèse de M. Ouette la condition sine qua non, et à travers tous les usages que vous avez envisagés, ou en tout cas la plupart, hein, je vais au bureau, je laisse la voiture et je reviens, on n'y répond pas. C'est que le véhicule électrique, pour être meilleur que le thermique classique, doit rouler beaucoup. La solution qui vient à l'esprit, c'est évidemment l'autopartage. Et ça, on n'en a pas du tout entendu parler. Alors peut-être qu'une ou deux de vos personnels le pratiquent. Les bobos parisiens le font. Effectivement, le problème des bornes de recharge, ça nous rappelle le problème des Vélib au début. Voilà. Donc, une question technique, question sociale, et puis une question industrielle. Merci. D'abord, sur votre commentaire sur les voitures de course, sachez que nous avons des voitures de course électriques qui battent tous les records et qui fonctionnent extrêmement bien. Mais heureusement, il y a encore des amateurs de champs de V12 ou de V10. Donc ceux-là, ils marcheront avec des carburants totalement propres. Pour les partenariats, nous avons commencé à en faire. Et, nous installons avec une société qui s'appelle Ionity, en partenariat avec BMW, Mercedes et Ford. Nous installons sur les autoroutes des stations de recharge ultra rapides. Et il est prévu d'en avoir environ 80 rien qu'en France, mais nous allons en installer partout en Europe. Ça va venir compléter les installations déjà faites par d'autres acteurs. Et pardon, parce que vous me tendez la perche aussi, une petite question technique. Est-ce que
toutes les prises seront compatibles chez tous les constructeurs et tout ça? Écoutez, aujourd'hui, il y a une tendance qui se dessine avec, disons, principalement 2 standards. Et les prises peuvent accepter 2 standards ou 3. Donc là-dessus, ce n'est pas cette incompatibilité qui posera de problème, qui freinera les recharges. Là, de ce point de vue-là, il y a définitivement le système combo qui prend le lead. Et normalement, ça devrait se généraliser. Donc voilà. Oui, il y a des investissements. Et puis, vous savez, pour ce qu'il y ait d'aller plus loin encore en matière d'investissement dans les bornes de recharge, il faut voir aussi quand même que un groupe comme le nôtre investit 30 milliards d'euros d'ici à 2025 sur le développement de toutes ces gammes de voitures électriques, y compris le travail sur les camions, sur les bus urbains, sur les véhicules utilitaires qui seront utilisés en milieu urbain et qui, aujourd'hui, arrivent sur le marché en version électrique avec des systèmes de recharge ultra rapides au point d'arrêt, etc., etc. Donc il y a un énorme investissement qui est fait de notre part. Il est vrai aussi que du côté des exploitations des bornes, nous donnons une impulsion, mais il faudra que ce soit un business qui soit développé par des gens qui veulent tout simplement travailler avec ça et en faire une activité, si possible, lucrative. Oui, je vais vous parler aussi de la partie industrielle. Je vais vous rassurer, il y a des industriels qui s'occupent de fabriquer des bornes. Parce qu'une borne toute seule, à côté d'une voiture, elle ne va pas forcément charger. Une borne est liée aussi à une protection des hommes, protection des biens, et intégrer un système électrique. Donc ce n'est pas quelque chose que tout à chacun peut mettre contre le mur et venir charger. Donc il y a des gens qui fabriquent des automobiles, il y a des industriels comme Schneider Electric qui fabriquent des bornes, l'écosystème et tout ce qui va avec pour que les voitures puissent charger en toute sécurité. Et nous, des investissements, on en fait. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 000 points de charge dans le monde. Et comme je l'ai déjà dit, on vend à peu près dans 50 pays. Pour le partage. Alors, pour l'autopartage, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je vais revenir dessus. C'est déjà une réalité. Les grands quartiers d'aménagement, les projets d'aménagement de quartier que va livrer Bouygues Construction cette année ou l'année prochaine sont accompagnés d'offres d'autopartage dans la livraison de ces quartiers-là. Ça a 2 avantages. D'abord, ça répond à une demande des utilisateurs et en diminuant le nombre de places de parking qu'on construit, et parking souterrain, ça diminue le coût de la construction, donc finalement le prix de vente de l'immobilier. Donc ça, c'est une vraie demande. Mais plus loin, on voit la demande je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'autopartage va se développer. Il va se développer dans les entreprises, et ces services de mobilité, dans les plans de mobilité d'entreprise, des offres d'autopartage vont se développer, elles sont amenées par le véhicule électrique, et ça va se développer au niveau des collectivités, on l'a vu dans Paris, alors avec un haut et puis un gros bas, et ça revient maintenant, mais ça se développe dans d'autres villes, et notamment des systèmes non pas non pas en réseau, mais des systèmes en boucle, c'est-à-dire qu'on rend le véhicule à l'endroit où on l'a pris, et ça se développe aussi beaucoup en entreprise. Donc, c'est des services qui vont se développer. Après, tous les véhicules, tout le monde ne va pas passer en autopartage, parce qu'il y a encore un côté, je veux la gueule, il ira mieux que moi, mais il y a un côté possession du véhicule qui reste quand même très fort dans l'individu, puis ça ne répond pas à tous les besoins. Mais oui, l'autopartage se développe, et c'est déjà une réalité, en tout cas chez Bouygues Construction, je peux en témoigner, c'est une réalité. Je crois qu'effectivement, notre animateur d'origine de l'étude, Jean-Pierre Rouette, oui, peut-être 2 points là. Le problème des poids lourds et des camions, qui est effectivement un problème très important, qu'on regarde dans le cadre d'équilibre des énergies. Mais si vous voulez, ce n'est pas un problème qui a atteint aujourd'hui la même maturité que celui du véhicule électrique pour les particuliers, pour les véhicules utilitaires légers, où on a des solutions qui sont opérationnelles, qui sont accessibles, qui sont validées. Le domaine du transport lourd est un domaine difficile, sur lequel il y a plusieurs voies qui sont actuellement explorées, mais on ne peut pas dire que l'une d'entre elles se détache. Il y a aussi la première voie, c'est les batteries. Monsieur Musk propose des gigantesques batteries pour des gros camions. Il y a les poids lourds à hydrogène. Toyota a fait des choses aux États-Unis. Il y a le problème, qui est certainement une bonne solution, pour autant que le gaz vert soit disponible, c'est le bio-GNV. Et puis vous avez les solutions qui sont testées en Suède et en Allemagne, d'alimentation des poids lourds par un rail central installé sur les autoroutes, ça se fait au nord d'Arlanda, là, en Suède, ou des poids lourds avec des caténaires.
hein, pour puissent refueler dans les espaces, entre les ponts, sur les autoroutes. Hein. Donc voyez-vous, on n'a pas atteint le même niveau de maturité. Donc aujourd'hui, on est plus en phase de validation, d'expérimentation de certaines solutions. Hein. Bon, alors sur l'autopartage, pour terminer rapidement, je dirais simplement qu'on est bien conscient de l'importance du sujet. Vous avez remarqué qu'on a pris l'hypothèse qui nous semble raisonnable de dire qu'il n'y aura pas de croissance ni de diminution des ventes de véhicules, quoi. Donc le besoin de mobilité qui est croissant hein, quand même, permettra d'être satisfait, sera satisfait en partie par le développement des technologies d'autopartage. Merci Jean-Pierre. On a encore à peu près une dizaine de... Non, tu peux garder le micro. On a encore une dizaine de minutes, effectivement, pour respecter le timing. Donc les questions, si elles peuvent être données. Oui, monsieur. Très courte. Bonjour. J'ai juste une question, en fait, puisque vous êtes à peu près tous leaders sur votre marché ou sur vos opérations, et savoir, en fait, comment interopérer toutes ces offres, tous ces intérêts qui peuvent être différents. Quand on parle de faire du demand response avec un véhicule électrique, voilà, quels ont été, puisque ça peut être un frein demain, si les besoins ne sont exprimés que par l'opérateur de la borne, comment peut-être que c'est le bâtiment qui est autour qui en a plus besoin qu'un marché plus global. Voilà, quel est votre avis sur l'interopérabilité des systèmes d'information, pas forcément seulement des prises, comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Voilà. Oui, bonjour, Nicolas Meillan, conseiller scientifique chez France Stratégie. Moi, je voulais faire une micro-étude avec vous. Je voulais savoir, chacun d'entre vous, si vous rouliez en voiture électrique, et sinon, pourquoi? Je fais juste ces questions. Moi, Fabrice Bonifay, Bouygues. Je voulais savoir si, finalement, est-ce qu'il y a des études qui sont faites complémentaires, je parle à la personne de Schneider, sur l'alimentation en courant continu pour améliorer la sécurité de ce type de recharge qui diminue les pertes. Et aussi sur le véhicule à hydrogène, on en entend beaucoup parler aussi. Est-ce que finalement, les infrastructures aujourd'hui lourdes pour les véhicules thermiques existent déjà? L'hydrogène pourrait récupérer une partie de ces infrastructures. Finalement, le coût de déploiement de l'infrastructure de l'hydrogène coûterait peut-être moins cher que l'électrique, même si j'attends votre réponse. Merci. Alors, hydrogène ou électrique, en fait, nous, comme on vend des équipements, et on prend toutes les énergies. C'est-à-dire que si demain, il y a une station-service à hydrogène qu'il faut équiper en protection électrique, en gestion d'énergie, on en sera là aussi. On sera là aussi. Est-ce que demain, il n'y aura qu'un type d'énergie pour équiper toutes les voitures qui voudront rouler propre? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que ça sera un mixte. On aura peut-être des véhicules avec des piles à combustion, on aura peut-être des véhicules électriques, on aura peut-être... Mais l'idée de Schneider, c'est bien de gérer cette énergie. Parce qu'en fait, quand on met une borne, la borne en tant que telle, elle n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va autour, toute l'écostructure. Alors, comme disait monsieur, ça peut être lié à l'économie du bâtiment, c'est-à-dire à quel moment le bâtiment est prioritaire, à quel moment le véhicule est prioritaire. On peut imaginer ça au niveau du quartier et on peut imaginer ça aussi au niveau de la ville. Et donc nous, notre démarche, bien sûr, qui sommes industriels, fabricants de produits, c'est de proposer une solution globale avec des produits et des softs pour gérer la problématique et prendre bien la problématique dans son ensemble. On a parlé de transversalité, c'est exactement ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, le courant continu. Courant continu ou courant alternatif, peu importe. Je dirais qu'aujourd'hui, on est très très fort dans tout ce qui est courant alternatif. Mais il y aura des charges en courant continu et si on veut être significatif sur le marché, il faudra absolument avoir les deux offres. Oui, alors, je vais envie de prendre la première question, là, celle. Vous avez raison, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que effectivement, les acteurs ont besoin de coopérer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des standards de communication qui permettent de communiquer entre le véhicule, la borne. Il faut également que les produits de marché sur les marchés de l'électricité, les marchés de gros existent. Et donc, il y a un énorme travail. Et si tout le monde en est convaincu, il n'empêche que tout un chacun peut avoir envie de développer des standards propriétaires. Donc, c'est quand même un défi qui est devant nous, de faire émerger. Et en plus, quand on parle avec des constructeurs automobiles qui ont des visions à minima par grande plaque, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, je pense qu'ils ne mesurent pas complètement, mon voisin de gauche, le fait que les systèmes électriques sont des systèmes très, très locaux, c'est-à-dire pays par pays, et que pour que ça fonctionne, oui, il y a un travail de normalisation extrêmement important, un travail de l'ensemble des acteurs
pour qu'on arrive à mettre en place tous ces protocoles de communication, tous ces produits marchés qui permettent, in fine, parce que, in fine, le bénéfice, il doit revenir au client. Il doit revenir à celui qui est propriétaire de son logement, qui est propriétaire de son bâtiment. L'essentiel, les autres, ce sont des acteurs de service, et ce qui va lui permettre d'abaisser son coût. Mais le travail est effectivement extrêmement conséquent et prendra encore plusieurs années pour que ces standards émergent et qu'on en tire complètement le bénéfice. Il y avait une deuxième question sur le véhicule électrique. Alors pour l'essentiel, je me déplace en RER, en ce qui me concerne. Donc c'est un moyen de transport électrique bien connu. Et effectivement, j'ai commencé à rechercher à acheter un véhicule électrique à titre personnel. Mais il me semble quand même que ça sera plus facile en 2019. Ce sera plus facile en 2019 parce que l'offre sera un peu plus... En 2020, pardon, excusez-moi. Oui, c'est compliqué en 2019, hein, ça reste compliqué, et elle sera beaucoup plus facile en 2020 parce que l'offre sera plus abondante. Et puis, effectivement, 2020, c'est la première année où va s'appliquer le calcul des fameux 95 grammes, et donc je suis un peu patient sur ce sujet-là. Et puis un dernier commentaire sur la question de l'hydrogène. Je pense que la question de l'hydrogène, c'est une bonne solution. C'est une solution effectivement pour les transports lourds, pour les transports internationaux. Il faut juste veiller à ce que d'où provient l'hydrogène. Comment est-ce que l'hydrogène a été fabriqué? Et quand il a été fabriqué par électrolyse, est-ce qu'effectivement l'électricité qui a été utilisée est une électricité décarbonée? Mais moyennant ça, c'est effectivement une excellente solution. Merci. Non, pour répondre aussi peut-être en complémentarité, je veux dire, à la question de monsieur sur qui de nous a un véhicule électrique. On en parlait d'ailleurs au début de cette réunion, de cette présentation. C'est vrai que lorsqu'on a abordé, même chez Eden, je veux dire, le véhicule électrique, il y a maintenant quelques années, on avait dans notre esprit une vision en disant le véhicule électrique, c'est beaucoup plus, c'est fait pour les centres-villes, pour décarboner le centre-ville. Et en fait, on voit bien aujourd'hui à l'expérience et avec les progrès formidables, je veux dire, à la fois de stockage, de la durabilité, je veux dire, et de la possibilité sur de longues distances, maintenant tout à fait correct, je veux dire, du véhicule, que c'est beaucoup plus un outil de décarbonation à l'extérieur et beaucoup plus, je veux dire, en province et interurbain, ou pour atteindre la ville. Mais à l'intérieur, effectivement, de la ville, on utilisera énormément, parce qu'on le voit bien, nos grands groupes du transport, que ce soit la RATP, la SNCF et bien d'autres entreprises privées, se lancent dans des outils, des supports, pour que nous puissions nous déplacer aisément, presque 24 heures sur 24, je veux dire, dans ces centres grands urbains. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres, encore une ou deux questions. Moi, je voulais juste faire un commentaire, deux commentaires que j'ai entendus il n'y a pas si longtemps. Un, quelqu'un qui avait une voiture électrique et qui n'en rachète pas parce que le prix de sa voiture a augmenté avec de la même proportion que la capacité de sa batterie. Et deuxième exemple, un locataire dans un immeuble collectif, pas forcément en ville, mais juste à la périphérie de la ville, et à qui on demande de payer l'installation de la borne. Donc il y a un moment donné où, enfin, du raccordement à l'intérieur du parking de l'immeuble collectif. Je pense que vous représentez chacun une force de conviction importante. Ce sont vraiment des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille, parce que si on veut avoir des gens qui achètent des voitures électriques, ce qui est tout à fait effectivement important, il faut aussi qu'on travaille sur les conditions de réduction de coûts, bien sûr de l'acquisition du véhicule, et ça, je pense que plus il y en aura, plus effectivement on bénéficiera de ces progrès industriels, mais aussi sur la partie installation et raccordement, où là, il faut trouver des systèmes d'appui pour aider au développement de ces installations et de ces raccordements, pour que ça ne devienne pas des freins, même si l'évolution du coût des voitures électriques évolue favorablement. Donc je pense que ça, c'est une vraie question pour les utilisateurs. Je pense que c'est une question pour Enedis, là. Bon, alors, tout d'abord, il faut savoir que le coût du raccordement est un coût universel et moyenné sur l'intégralité du territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un client usager parisien paye le même prix, le coût de raccordement, qu'il soit à Paris ou un client qui soit au fin fond de la Corrèze, qui, s'il avait dû payer l'intégralité du prix du raccordement, aurait peut-être fait des bons. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, effectivement, les coûts de raccordement d'électricité sur le territoire français sont aujourd'hui réfactés, c'est-à-dire que 40%
sont pris par le tarif d'utilisation du réseau, par l'intégralité de la collectivité. Peut-être que des idées, c'est d'aller sur des taux qui sont supérieurs. C'est notamment des éléments qui sont débattus en ce moment dans le cadre de la loi LOM pour promouvoir sur un temps capé, 1 an, 2 ans, 3 ans, une bonification pour justement lancer ce déploiement. Donc nous, on y est tout à fait favorable si évidemment c'est capé dans le temps et qu'on nous en donne les moyens. Il y a peut-être un petit complément qui va être fait par la direction de Schneider sur justement l'hydrogène. Ça serait peut-être un bon complément. Sur l'hydrogène, non, mais la question de madame me paraît être pertinente. En fait, nous, on a toute une troupe qui fait de la prescription et qui va voir les architectes et qui va voir donc tous les gens qui construisent les nouveaux bâtiments et qui font les nouveaux logements pour les insister de manière très très formelle à inclure dans les parkings un certain nombre de parkings qui seront des parkings avec bornes de rechargement de véhicules électriques. Et on essaie d'expliquer donc aux propriétaires que ça va donner de la valeur à leur appartement, parce que quand on achète un appartement ou qu'on achète un bien de ce type-là, c'est évidemment un plan à long terme. Donc on travaille beaucoup aussi sur ce texte-là. Oui, en fait, ma question était plus dirigée, mais il y avait cette partie-là, mais effectivement, en vous regardant, effectivement, c'était plutôt si vous aviez besoin de compléter, parce que c'est vrai que de toutes les rencontres, tous les rendez-vous industriels que l'on fait aux politiques, tout le monde ne sait pas exactement comment la proportion va se faire entre l'hybride, l'électrique et l'hydrogène, et certainement qu'il y aura une place pour l'hydrogène. Je crois qu'on l'a dit, on a répondu. Le point essentiel de l'hydrogène, si on le produit selon des moyens conventionnels, le bilan global entre la production du carburant, son transport et l'utilisation de la voiture, c'est plus défavorable en CO2 qu'une voiture diesel. Donc aujourd'hui, ce serait trop compliqué. Nous avons, nous, clairement, en perspective, à l'horizon donc 2040, de produire, je vous le disais, 70% d'électrique, 15% de moteurs conventionnels, mais avec carburant de synthèse, et 15% sur base d'hydrogène, qui seront d'ailleurs aussi bien de l'hydrogène pur, avec génération continue, que de l'hybride hydrogène, qui utilisera donc une petite pile à combustible pour recharger les batteries principales. Et c'est une très bonne solution, mais qu'on envisage essentiellement pour les poids lourds, on l'a déjà dit, pour du transport de charge et du très longue distance. Voilà, pour des gros moteurs. Merci. Je crois qu'on va conclure. Si vous êtes tous d'accord, vous pourrez bien sûr parler. Une dernière question. Pardon ? Il y avait une dernière question. Une dernière question, oui. Oui, bonsoir, Laurent Deschamps, administrateur Synertiel, donc un réseau d'installateurs de bornes de recharge de véhicules électriques en France. Une question plus destinée à Enedis. La loi Elan arrive, donc c'est une loi qui prévoit la reprise des colonnes montantes par Enedis. Sur le parc immobilier parisien, ce sont souvent des colonnes qui n'ont pas été entretenues par les syndics, qui sont vieillissantes. Comment Enedis se prépare à rénover ces colonnes ? Alors c'est un sujet qui est vaste et complexe. Ce que je peux vous dire sur cette loi Elan, c'est que à l'occasion de demandes de syndics ou de copropriétaires de raccorder des bornes de recharge, effectivement, nous serons obligés de regarder l'état de la colonne électrique. Si la colonne électrique n'est pas en mesure de pouvoir accepter un raccordement de nouvelles infrastructures de recharge, alors nous referons intégralement cette colonne pour la partie électrique. Après, de manière générale, nous n'allons pas refaire l'intégralité des colonnes électriques en quelques mois ou quelques années, des éléments qui sont derrière nous depuis plus de 30 ans. Donc, en fonction des projets d'infrastructures de recharge, nous regarderons et ferons une réfection de colonnes s'il y en a besoin. Merci infiniment. Je vais remercier tout le monde. Je voudrais juste faire un petit mot parce que je le vois dans la salle. Il y a quelques années, lorsque nous avons construit à l'initiative avec notre premier président, Jean Bergugnoux, ancien grand dirigeant de la maison EDF, président de la SNCF honoraire, et qu'il a initié, il a été un des premiers à accompagner, je veux dire, auprès de la précédente présidence,
la volonté de comment innover, comment initialiser, comment dynamiser le véhicule électrique. Et c'est vrai que quand j'étais à ses côtés et que je voyais à côté de lui tous les dossiers qui étaient passés depuis une vingtaine d'années, la technologie était là chez tous nos industriels. Vous aviez beaucoup de choses à votre disposition, ils pouvaient démarrer. Mais il fallait un cadre législatif et il fallait qu'ils montrent l'exemple. Cela dit, aujourd'hui, pour dire merci à tous ces entrepreneurs, tous ces chefs d'entreprise, tous ces grands groupes qui font notre maillage industriel en France et qui, lorsque les politiques montrent leur intérêt et leur signe, ils se sont tous mis en commun, et on l'a vu, je veux dire, pour faire cette étude, pour y participer et voir ensemble comment, dans l'intérêt de nos entreprises, dans l'intérêt du citoyen et donc dans les usages, on peut le réaliser et avec une volonté d'application. Donc, merci à vous d'être là, d'être venu partager ce moment et cette étude et de repartir chez vous, je veux dire, avec encore certainement beaucoup de questions. Mais en tout cas, on va les mettre en application et je vous dis merci à tous.